des populations et gestion de crise. Donc je le disais, une séquence d'ateliers pensée par les équipes de l'ICSI, l'Institut pour une culture de la sécurité industrielle. Et j'invite à me rejoindre sur scène Marc Senand. Marc Senand, vous travaillez à l'ICSI, vous êtes en charge des questions de savoir-faire et de méthode notamment. J'aimerais, avant qu'on accueille nos invités sur scène, nous dire, alerte des populations et gestion de crise, quelle place ça a, quels en sont les enjeux. Non, tu peux le... Je veux bien, voilà. Ouais, c'est bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Rebecca. Avant de commencer, je voudrais remercier la métropole Rouen-Normandie pour nous accueillir au sein de ce forum et de nous donner l'opportunité d'évoquer ce sujet important de l'alerte des populations et de la gestion de crise. Alors, pourquoi parler d'alerte des populations et de gestion de crise en 2021 ? Pour rester sur le territoire rouennais, je vais faire référence aux travaux d'Éric Daudet, qui est enseignant-chercheur à l'université Rouen, qui travaille depuis de nombreuses années sur le comportement des populations en situation de catastrophe. Alors, il a réalisé une étude sur la journée du 26 septembre 2019 telle que vécue par les Rouennais. Il nous donne 2 chiffres qui sont intéressants. Le premier, c'est que 70% de la population avait déjà connaissance d'un événement de type industriel majeur sur le centre-ville de Rouen au moment où la sirène a été lancée. Donc ça dit déjà un certain nombre de choses sur les capacités de communication et d'information des populations aujourd'hui. Ceci dit, la sirène n'a pas été inutile puisque dans l'esprit des gens, c'est ce qui a officialisé la crise. Donc on voit bien que dans pareilles circonstances, les populations ont besoin d'une parole publique pour s'orienter. Voilà. Deuxième chiffre, c'est 30% de la population qui a pris son véhicule personnel et qui a fui la métropole au moment de l'incident. Alors même que la consigne était de rester chez soi, d'éviter de prendre son véhicule pour ne pas encombrer les routes ou, encore une fois, pour ne pas s'exposer à un risque toxique. Donc on voit qu'il y a eu, au travers de cet événement, une problématique un peu plus générale sur une communication difficile, qui a amené parfois à une défiance de la population, et cette défiance n'est pas sans poser un certain nombre de questions, notamment puisqu'on va se retrouver avec des comportements qui sont inadaptés, dangereux. Moi j'ai souvenir de voir des gens aux informations le soir à 20h sortir de leur maison avec leur téléphone portable pour se rapprocher du site et prendre des photos. Donc on voit que cette curiosité peut être parfois dangereuse, et ceci malgré des décennies d'expertise et de savoir-faire en matière de gestion de crise, une multitude de plans d'opération interne, plans particuliers d'intervention, plans communaux de sauvegarde, plans familiaux de mise en sécurité, et j'en oublie, qui sont malgré tout très bien pensés, puisqu'on voit que, en ce qui concerne la gestion du sinistre, le travail des secours et des pompiers en particulier a été remarquable. Néanmoins, on voit que dans la prise en charge des populations, dans l'accompagnement des populations pendant la crise, il y a encore une grande voie de progrès. Donc la question, c'est comment améliorer ces choses-là. Alors l'ICSI travaille depuis un certain nombre d'années maintenant sur la compréhension du comportement humain en matière de sécurité industrielle. Quels sont les facteurs qui vont déterminer l'engagement de l'être humain en matière de sécurité ? Parce que la sécurité industrielle, je ne vais pas vous faire un cours, mais ça repose essentiellement sur 3 dimensions. Une dimension technique avec des installations qui doivent être fiables, maintenues en l'état. Un système de règles et de procédures qui doivent être adaptés aux réalités du terrain et appliqués, avec voilà, une filière HSE qui est chargée de les organiser. Et puis au bout du bout, c'est quand même des êtres humains qui tous les jours pilotent des activités à risque et puis peuvent rattraper un certain nombre de situations dangereuses. Alors, on sait maintenant que l'intégration de ces dimensions facteurs humains et organisationnels en matière de prévention, ça porte ses fruits sur la sécurité, la prévention, mais aussi sur la performance globale. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire naïvement, depuis quelque temps qu'on se pose la question, ce modèle peut-il avoir du sens également, non plus en prévention, mais en gestion de crise ? Donc c'est naturellement que nous avons répondu à l'appel d'un de nos membres à l'Institut, l'association Amaris, dont le président est aujourd'hui présent, je le salue, Alban Bruno, qui s'exprimera tout à l'heure. Alors Amaris, c'est l'association des maires qui sont concernés par le risque Seveso, donc qui sont directement intéressés, on va dire, à l'amélioration de la gestion de crise. Donc on s'est mis d'accord avec eux pour lancer un travail sur 2 années, avec un objectif bien entendu, in fine, c'est l'amélioration de la protection des populations en cas de crise. On est quand même parti aussi d'une
de deux questions simples. Pourquoi aujourd'hui, en 2021, communication et alerte ne passent pas auprès des populations? Qu'est-ce qui explique cela? Et puis comment travailler aussi sans doute sur l'évolution d'un certain nombre d'acteurs au sein de la chaîne des événements. Je fais bien entendu référence aux élus et aux maires en particulier. Ça a été dit hier. Je crois que ça va être rappelé par monsieur Fred Courant juste après moi. Voilà, donc ces deux questions, on va essayer d'y répondre en adoptant une idée simple, c'est ouvrir l'horizon. Ouvrir l'horizon sur les disciplines, faisons appel à la sociologie, faisons appel aux neurosciences, à la psychologie environnementale, à des géographes. Ouvrons un petit peu le champ d'investigation, ouvrons aussi les domaines d'application de ces disciplines. Malheureusement, l'actualité d'hier soir nous l'a rappelé, mais en matière de risques naturels, les événements sont beaucoup plus fréquents. Il se trouve qu'il y a des études qui ont déjà été menées sur comportement des populations et catastrophes naturelles. Beaucoup de données existent. L'idée, c'est de s'en saisir. Et puis aussi de s'orienter sans doute un peu plus du point de vue de la cible des dispositifs, c'est-à-dire les territoires, les populations qui les composent. Voilà, donc on est parti sur 2 ans de travail, en associant des chercheurs, des industriels, des collectivités, le ministère de l'Intérieur, des associations, des syndicats, j'en oublie, hein, je vous prie de m'excuser. Donc on part sur 2 ans de travail pour répondre à des questions simples. J'en ai listé quelques-unes comme, voilà, en 2021, quels sont les usages actuels de communication ? Qu'est-ce qui influence le comportement des populations en situation de catastrophe? Que nous disent les psychologues sur les mécanismes de perception des risques? Et est-ce que ça peut avoir du sens en matière de préparation des populations à la crise? Donc de manière générale, comment intégrer les sciences cognitives dans un domaine où il y a plutôt une culture, on va dire, technique et réglementaire. Donc je vous propose une fenêtre en gros sur nos travaux à l'occasion de cette table ronde. On peut résumer vraiment notre idée en disant comment changer les façons de penser et de faire la gestion de crise. On va aborder ce sujet à travers donc 3 sous-thèmes. La technologie d'alerte, l'évolution du rôle des acteurs, notamment les réseaux sociaux, et puis donc comment travailler sur le comportement pour préparer les gens à la crise. Parfait, merci beaucoup Marc Senant. Le déroulé, les thématiques de cette séquence d'ateliers sont bien identifiées, merci à vous. Et je vais inviter les intervenants à me rejoindre sur scène. Alors je vais commencer par Yves Ocdet, je ne sais pas, excusez-moi pour la prononciation. Vous êtes adjoint sous-directeur planification et gestion de crise à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur. Merci à vous d'être présent. Lieutenant-colonel Romain Moutard, vous êtes le directeur des programmes interministériels, ministère de l'Intérieur. Alban Bruno, qui a été évoqué par Marc Senant, maire de Gonfreville-Lorcher et président de l'association Amaris. Également Éric Collard, président du VISOV, volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. On parlera ensemble notamment des réseaux sociaux. Johnny Douvet, vous êtes géographe à l'Université d'Avignon. Xavier Longuet, directeur de formation au GESIP, groupe d'études de sécurité des industries pétrolières. Isabelle Richard, vous êtes docteur en psychologie sociale et environnementale et fondatrice du bureau d'études Environnement. Merci à vous, vous pouvez vous asseoir. Merci à vous toutes et tous d'avoir... Il manque un fauteuil. Eh bien, allez-y, c'est moi qui vais me décaler, on va m'en trouver un. Venez vous installer. Je vais commencer debout, ça va me changer un petit peu. Et puis nous avons un autre invité avec nous qui est en visio. Il s'agit de Frédéric Courant. Frédéric Courant est journaliste et la ministre de la Transition écologique lui a confié une mission il y a quelque temps, une mission de modernisation de la culture du risque. Et dans le cadre de cette mission, un rapport a été rendu. Bonjour Frédéric, vous nous voyez, vous nous entendez ? Je vous vois très bien et je vous entends parfaitement bien. Bonjour. Parfait. Merci d'être avec nous malgré la distance. Donc je le disais, vous avez été le président de la mission de modernisation de la culture du risque. Le rapport a été rendu tout récemment et j'aimerais qu'on puisse ensemble, pour introduire cette discussion ensuite, alors je sais que vous ne pourrez pas rester avec nous toute la matinée, mais en tout cas on a envie de comprendre quels sont les éléments essentiels de ce rapport. Avant de rentrer dans le contenu du rapport, peut-être lorsque la ministre vous a confié cette mission, comment vous avez souhaité construire la réflexion autour de la modernisation de la culture du risque ?
Alors, d'abord, merci de m'inviter. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous, mais là, j'ai quelques obligations parce que je travaille beaucoup sur la fête de la science, donc on fait des émissions tous les jours, donc je n'ai pas pu me libérer. Alors, comment on a procédé quand moi j'ai eu cette demande? D'abord, la première chose, ça a été de constituer une équipe. Enfin, moi, je suis très favorable de façon générale dans mon métier ou pour faire ce genre de travail, de prendre des gens de terrain, des gens qui ont de la pratique, dépasser la théorie. Et l'objectif, dès le départ avec notre équipe, c'était de faire des propositions concrètes et réalisables. Alors après, dans la réalisation, c'est pas à nous de choisir, mais pas seulement prêcher des bonnes choses dans le désert, mais dire voilà, on écoute des gens, on écoute des spécialistes, on a écouté une cinquantaine de personnes, on a eu des discussions, certains d'ailleurs sont là, je crois, et bah oui, on a pris le temps de parler pendant des entretiens, et puis partant de ce constat de terrain, d'essayer de construire des propositions. Mais notre travail a largement dépassé simplement le stade de l'alerte. C'était un travail beaucoup plus général sur l'acculturation des populations, faire en sorte qu'il y ait une culture du risque. Moi, je préférerais, même si le mot n'est pas compris par tout le monde, une culture de la résilience et une véritable culture de son environnement pour comprendre les choses et savoir ce qui se passe. Est-ce que le fait de mener tous ces entretiens, toutes ces rencontres, est-ce que ça a peut-être déconstruit des idées reçues ou des a priori que vous pouviez avoir sur la culture du risque en France ou à la française? Alors moi, je n'avais pas d'a priori. Et on avait une équipe assez pluridisciplinaire qui pouvait permettre, avec des scientifiques, des gens de terrain, aussi qui permettaient d'avoir un regard sur le rôle des réseaux sociaux, sur les comportements sociétaux face à un danger, sur l'alerte, même si ce n'était pas encore une fois notre sujet principal, sur la connaissance du territoire. On a entendu aussi beaucoup d'élus, je tiens à insister là-dessus. Il y a un travail, les élus ont un rôle absolument fondamental qui n'est pas toujours facile à jouer. Ils sont dans une situation souvent un petit peu délicate, il faut les accompagner, mais ils ont un rôle fondamental à jouer. En fait, on constate une chose chez les élus, un peu comme dans la population en général, c'est que les élus les plus sensibilisés, j'allais dire malheureusement, sont ceux qui ont été confrontés à des catastrophes. Et une fois qu'ils ont été confrontés à des catastrophes, j'allais dire le côté positif, c'est qu'ils peuvent devenir d'excellents ambassadeurs auprès d'autres élus pour expliquer l'importance des choses, les expériences qu'ils en tirent et faire contribuer à faire des propositions. Alors, vous avez évoqué des préconisations concrètes que vous avez souhaitées dans le cadre de ce travail. J'aimerais qu'on fonctionne un peu en pyramide inversée, peut-être une ou deux préconisations d'ordre général sur la culture du risque ou la culture de résilience, comme vous l'avez évoqué, avant de se centrer sur les problématiques d'alerte et de gestion de crise. En fait, on ne voulait pas faire trop de propositions parce que si vous rendez un rapport, ça existe parfois, et je dirais même souvent, avec 50 ou 60 propositions, il n'y a rien qui aboutit. Donc on s'est dit, on va essayer d'être efficace, on va faire une dizaine de propositions. On a dépassé notre objectif, on en a fait 12. Donc on a fait 12 propositions, mais 12 propositions qu'on a soigneusement sélectionnées pour, encore une fois, qu'elles soient réalisables. Donc, allez-y, sur ces 12 propositions, je peux essayer de développer pour vous dire pourquoi on les a choisies. Eh bien, allons-y sur la question de la culture du risque en général. Quel levier, comment agir pour la transformer et l'épandre, la faire essaimer dans les territoires? Faut agir au niveau de différentes populations. Si on parle du grand public, alors que c'est pas un mot qu'on aime beaucoup, le grand public, parce que ce sont plutôt des grands publics, c'est-à-dire des citoyens tout simplement, mais qui vont peut-être avoir des outils d'information en fonction de leur âge, de leur génération, etc., qui vont pas être les mêmes. Il y en a qui regardent France 3, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a différents grands publics, il y a différents âges.
Donc la première chose, si on parle un petit peu du grand public, que je mets encore une fois entre guillemets, bah, c'est tout simplement acquérir une culture dès le plus jeune âge. Hein. On a vu que ça faisait dans de nombreux domaines, ça avait de l'efficacité sur des questions, on le sait tous, d'environnement, sur des petits gestes tout simples de la vie quotidienne. Ça a fait ses preuves dans le domaine de la sécurité routière. Donc c'est réussir à transmettre une information, à faire de la pédagogie aimable, j'allais dire, voilà, en expliquant les choses, en prenant le temps, en ayant des outils. On en manque pour faire de la pédagogie à différents niveaux. Donc, bien évidemment, il y a une première recommandation qui consiste à faire une journée nationale ou un événement national, pourquoi pas, qui serait sur plusieurs jours. Ça, c'est pour fédérer. C'est un petit peu l'effet Téléthon, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, on mobilise tout le monde, et c'est un problème national, et on mobilise tout le monde. Pas dans le drame, hein, dans l'apprentissage, dans la connaissance, dans le plaisir, j'allais dire, de connaître son territoire. Ça, c'est une chose. Mais il est clair qu'il serait important aussi de développer un kit pédagogique qui serait accessible à tous. Pas un kit pédagogique qui viendrait du haut et qui descendrait vers les gens, mais il y a énormément de choses. Nous, on a constaté, moi j'ai été surpris, hein, très sincèrement, il y a énormément de choses qui se font sur différents territoires. Alors bien sûr, dans des territoires exposés à plus de risques, là on voit un peu plus de choses, mais il y a énormément de matière, des initiatives qui ont été prises, qui n'ont malheureusement pas toujours pu durer parce que des associations, des organismes qui font ça sont toujours confrontés au même problème qu'on connaît tous, c'est-à-dire ils passent plus de temps et d'énergie à chercher de l'argent qu'autre chose, mais ils font un travail absolument terrible. Donc il y a d'excellents modèles qui ont été testés sur des territoires et qui pourraient contribuer à alimenter une sorte de kit pédagogique qui pourrait être fait, réfléchi au niveau national et largement diffusé, gratuitement bien évidemment, et via les réseaux sociaux, via tous les médias dont on peut disposer actuellement, qui pourrait être très utile aussi à des élus, parce que les élus, ils n'ont pas toujours le temps. Alors les élus, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a les élus des petites communes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, il y a les élus des grandes villes qui ont des services techniques, qui ont plus de force de frappe. Et moi, je pense à toutes ces petites communes qui souffrent, on les voit hein, dans les catastrophes, hein, ce sont des petites communes où les conseils municipaux ne peuvent pas tout faire. Donc les aider, encore une fois, les accompagner, essayer de leur proposer des outils pédagogiques qu'ils peuvent utiliser, mettre sur leur site, utiliser quand ils veulent, etc. Donc ça, c'est un autre point pour essayer d'ancrer un petit peu la culture en profondeur, qui est un point qui nous paraît important. Alors, je ne rentre pas dans le détail, hein, parce qu'il y a d'autres choses, mais c'est vraiment ça, c'est d'aller vers les populations, vers les élus, vers les professionnels aussi, c'est très, très important, les professionnels, par exemple, du bâtiment, où on constate qu'il y a un manque de formation. Et là encore, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens ou de les rendre responsables, ce n'est pas du tout le problème, c'est de les accompagner, c'est de les aider et de les sensibiliser. Alors, lors de nos échanges après votre départ, on va s'intéresser en particulier à 3 questions. L'alerte, le qui fait quoi, les chaînes d'acteurs, et puis la question des comportements, le facteur humain finalement, comment on réagit ou pas face à un événement. Donc j'aimerais peut-être avoir pour chaque thématique une idée clé qui ressort de votre rapport concernant l'alerte. On sait bien que le rapport était largement plus large que ça, mais sur la question de l'alerte, est-ce que vous avez pu mettre en évidence un levier ou une action importante? Alors, sur l'alerte, c'est vrai que ce n'était pas l'essentiel de notre mission, mais évidemment, on ne peut pas sortir l'alerte de la culture du risque. Donc, sur l'alerte, on n'est pas rentré, par exemple, sur les dispositifs techniques qui permettent de diffuser auprès de la population, à un moment donné, une alerte justement pour dire attention, ça arrive, maintenant on n'est pas rentré là-dedans, il y a suffisamment de professionnels qui travaillent dessus, de rapports qui sont en cours dessus, c'est très technique, donc on n'est pas rentré là-dedans. Malgré tout, il nous semble que l'alerte, encore une fois, ne peut pas être dissociée du reste de la chaîne de sensibilisation. Donc il serait bon à un certain moment, c'est bien d'avoir une alerte,
Mais très sincèrement, moi je suis un citoyen comme tout le monde. Aujourd'hui, c'était le point de départ. Je me suis posé la question, forcément, il y a 8 mois, quand on a commencé le travail, je me suis dit, si j'entends une sirène, est-ce que ça a du sens pour moi? Bon, bah c'est bien d'entendre une sirène, mais qu'est-ce que je fais? Je sors de ma maison, je reste dedans, qu'est-ce qui se passe? Si je reçois un message sur WhatsApp ou une application ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je vais faire si c'est simplement attention donc, c'est pour ça que je dis que l'information, elle n'est pas séparée de l'alerte aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement un dispositif, à un moment donné, qui va être une grosse sirène, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit mécanique, ou qui va régler le problème. Donc, nous, il nous semble important de travailler avec. Mais il y a des outils aujourd'hui pour le faire. Je sais qu'il y a un représentant de chez Visov, et nous, on trouve extraordinaire le travail qu'ils font, parce que, bien évidemment, ils interviennent énormément au moment de l'alerte, mais ils sont présents aussi tout le temps sur les réseaux sociaux. Si vous prenez des comportements, je vais être très cash et très direct, hein, encore une fois sans accuser personne, mais on peut constater que dans une grande majorité des préfectures, on communique sur les réseaux sociaux quand la catastrophe arrive, mais on n'a pas communiqué avant avec les gens. On n'a pas occupé ces réseaux sociaux. Comment voulez-vous être entendu sur un réseau social qui est muet la plupart du temps? C'est pas possible. Donc, il y a un travail à faire avec je pense, des acteurs. Alors, j'ai cité Visov parce que c'est un exemple, mais sans doute d'autres, où il y a un moment où on dit, c'est l'alerte, rappelez-vous de choses essentielles, les comportements. On a déjà essayé, bien en amont, d'améliorer l'acculturation des gens, mais souvenez-vous, il y a ça qui est essentiel. Parce qu'entendre une sirène et pas savoir si on reste chez soi ou si on sort, vous savez, il y a aussi des informations assez contradictoires qui sont pourtant largement diffusées. En général, on dit « n'allez pas chercher vos enfants à l'école ». Or, alors là, c'est un problème très compliqué à comprendre. C'est que c'est un des premiers réflexes des gens, c'est d'aller chercher leurs enfants à l'école. Donc, il faut marteler des messages, mais pas les marteler bêtement. Il faut faire de la pédagogie, il faut les expliquer avant, bien en amont, pour qu'au moment où arrive l'alerte, eh bien, le plus de citoyens possible sache est à peu près le bon réflexe, les bons comportements. Ça a commencé à répondre au deuxième thème que l'on va traiter aujourd'hui, celui des chaînes d'acteurs, le qui fait quoi. On entend bien que chacun, dans sa posture, doit inscrire cette démarche de l'alerte dans un processus de communication globale qui rend naturel, finalement, de voir sur les réseaux sociaux les posts de la préfecture sur le risque, le post de l'industriel, de l'élu. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Oui, il y a un autre point qui est important, et c'était intéressant parce que dans notre équipe, il y avait Damien Boutillier qui est à France Télévisions et qui s'occupe d'alerte enlèvement et qui a des retours d'expérience intéressants là-dessus. Et c'est ça qui nous a aussi, on y a pas mal réfléchi, encouragé dans une des recommandations à proposer, pourquoi pas, une sorte de charte commune qui soit à la fois visuelle, sonore aussi, pour qu'en cas d'alerte, il y ait un réflexe qui se passe. Parce qu'il faut aussi, à un moment donné, harmoniser un petit peu les choses. Je ne peux pas avoir tel type de sirène à tel endroit, et puis un autre type d'alerte ailleurs. En plus, on est mobile aujourd'hui, on est tous mobiles. On est mobile de façon courte, c'est-à-dire qu'on est tous des vacanciers à un moment donné qui pouvons nous retrouver dans un endroit où il y a des pluies cévenoles ou voilà, on peut être confronté à ça, on déménage, on change, on est extrêmement mobile, donc il faut que partout où on aille, on puisse avoir les mêmes points de repère. Et puis, quand vous regardez alerte enlèvement, il y a des informations clés, je pense qu'on retient tout de suite. Je fais pas n'importe quoi, je vais pas à l'avant je préviens ça. Il y a des espèces, mais parfois c'est 2-3 gestes qui sont fondamentaux pour sauver des vies, qui sont voilà, c'est l'essentiel. Et donc nous, il nous paraît dans le brouhaha qu'on a ressenti des méthodes d'alerte, qui serait déjà pas mal d'avoir une sorte de charte. Ensuite, cette charte peut être reproduite sur différents types de médias. Comme je le disais tout à l'heure, certains regardent TF1, d'autres France 3, d'autres les réseaux sociaux, d'autres quand ils marchent.
Mais voilà, il faut les adapter. Mais il faut... Là aussi, ça fait partie d'une sorte de culture commune. Ouais, et votre parallèle avec l'alerte enlèvement est extrêmement pertinente parce que vous prononcez alerte enlèvement. Moi, en tête, j'entends la petite musique qui accompagne les images ou le post radio. Je vois le code couleur. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à démultiplier dans le champ de l'alerte face au risque. Pour terminer, sur la question du facteur humain et des comportements, qu'est-ce que les acteurs de la recherche, du monde des sciences, que ce soit comportementales, de la psychologie, ont pu vous permettre de mettre le doigt sur un élément important? Alors là, vous rentrez en profondeur dans des questions d'études sociologiques, c'est passionnant. On avait avec nous Karin Weiss, qui est spécialisée de l'université de Nîmes, avec qui on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors là, vous rentrez dans une grande question, mais de façon générale, c'est que on ne peut pas dire, il faut faire très attention de dire que les gens peuvent avoir des comportements aberrants. Bon, je vous citais l'exemple tout à l'heure des parents qui vont chercher systématiquement leur enfant à l'école. C'est vrai que ça pourquoi? Comment? C'est quelque chose qu'on aimerait bien comprendre pour justement lutter contre ça. Mais je ne sais pas si les gens ont des comportements aberrants. C'est pas les gens, c'est parce qu'on leur dit pas de faire certaines choses. Donc voilà, et puis après, il y a des natures et des cultures qui sont différentes. Peut-être qu'en France, on se dit aussi, j'ai un gros 4x4, je passe sans problème sur les routes alors qu'il y a une pluie torrentielle. C'est une énorme bêtise parce qu'on a constaté, bon, il y a une étude qui va sortir là-dessus, que c'était bien souvent les gens qui se sentaient armés contre ce genre de choses, se croyaient très très forts, ils partaient avec leur véhicule dans les flots. Encore une fois, je pense que c'est un travail qu'il y a à faire en profondeur. Nous autres adultes, c'est plus difficile de changer nos habitudes. Donc, de toute façon, ce travail, il se fait dans le temps. Hein. On ne va pas, avec un coup de baguette magique, comme ça, dire on va tout régler. Il faut commencer par les jeunes. Il faut commencer par les enfants. Il faut commencer à l'école. Il faut que l'éducation nationale prenne aussi le problème en main. Voilà, je pense que c'est ça. Et changer les comportements, c'est pas dire ils sont complètement fous, ils sont rentrés dans leur garage souterrain. Alors que, non, il y a des gens, oui, le premier réflexe, c'est d'aller sauver votre bien le plus précieux. Pour certains, c'est de retourner dans la maison pour aller chercher un passeport ou un chéquier ou n'importe quoi, ou des papiers. Faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose qui est essentiel à un moment donné, c'est leur vie, la vie de leurs proches, la vie des sauveteurs aussi, parce qu'ils mettent en danger des sauveteurs. Avoir une vraie conscience citoyenne de ces choses-là et faire changer les choses petit à petit, c'est un travail à long terme. Donc, je ne pense pas qu'on puisse s'en prendre à nous, aux gens, en disant « Oh, vous avez fait n'importe quoi ». Non, il y a tout un travail à faire derrière. Si les gens ne sont pas informés, si on ne leur explique pas, si on ne fait pas un petit peu de pédagogie, non seulement pour dire « Quand tu entends cette sirène, tu dois partir de chez toi », mais expliquer bien en amont pourquoi. Parce que moi, si on me dit « tu dois faire ça », j'ai d'abord envie de comprendre pourquoi je dois le faire. Alors, ce n'est pas au moment de l'alerte qu'on a le temps de faire ce travail-là, c'est bien avant. Donc voilà, ça doit s'ancrer dans le temps. Merci à vous, Fred Courant. Une toute dernière question. Souvent, parfois, je ne sais pas quel est le bon qualificatif, les rapports commandés par les ministres finissent dans des tiroirs et on les oublie. Alors le fait qu'on soit là avec vous à échanger, l'utilité elle est déjà là parce que sur notre territoire on met en débat ce sujet. Mais quelle suite pour ce rapport? Vous l'avez remis à la ministre. Est-ce que vous avez des perspectives un peu concrètes? Bon, je peux déjà vous dire une chose, c'est que quand j'ai rencontré la ministre la première fois, et quand elle ne m'a pas confié cette mission. Elle nous a confié une mission à toute une équipe. On a bossé en équipe. Moi, je n'étais pas un spécialiste de ça. Moi, j'ai connu en tant que journaliste des catastrophes naturelles, beaucoup à l'étranger. J'ai pas mal bossé aussi en Outre-mer, qui est un très bon exemple d'ailleurs en France, qui a traîné pas mal de temps avant de se mettre en place, mais où il y a vraiment à regarder, observer les choses. En tout cas, moi, je me sentais là-dedans, et c'est ce qui m'a plu, un peu comme un citoyen normal, pour observer et voir ce qu'on pouvait sortir de tout ça. Et donc, je suis arrivé un peu comme profane et j'ai dit oui, ça m'intéresse.
et c'est pas pour faire de la démagogie ou quoi que ce soit, mais la ministre, que je connaissais pas du tout, hein, j'ai vraiment senti qu'elle avait envie que les choses avancent et de faire les choses. Sinon, je ne serais pas allé d'abord. Et ensuite, on a été pas mal suivis tout au long de notre travail, en lien avec différentes personnes au ministère. Et le rapport, nous l'avons remis fin juin, début juillet. Pour tout vous dire, il était question d'une intervention en septembre, mais il y avait des événements après que moi je ne connais pas, etc. Je ne voudrais pas pécher par excès d'optimisme, mais je pense que ça devrait faire avancer les choses. En tout cas, il y avait une véritable volonté politique de le faire. Et encore une fois, je le dis, moi, je ne veux pas me mêler. Il n'y a pas d'enjeu politique pour nous là-dessus. Ce sont des enjeux de société. Et je peux vous dire que, enfin, moi, je serai le premier, tout le monde, dans l'équipe, on se bagarrera pour qu'on certaines de nos recommandations ou le maximum de nos recommandations aboutissent à quelque chose et ne servent pas à caler une armoire dans un ministère. Eh bien, très bien. Merci, merci beaucoup à vous, Frédéric Courant, de vous être rendu disponible pour ouvrir nos échanges. Et bien, à partir de ce que vous nous avez dit, on va pouvoir ouvrir le débat et faire avancer cette culture du risque sur notre territoire de la métropole Rouen-Normandie. Merci à vous. Très bonne journée et à très vite. On vous retrouvera. Aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et voilà une belle introduction pour ouvrir nos échanges. Je vais sans plus tarder ouvrir le premier thème qui a été évoqué tout à l'heure par Marc Senand, l'alerte en France. Où en est-on? Quels sont les dispositifs en place? Et je vais commencer avec vous, Yves Hogd, sur ce sujet. L'alerte en France aujourd'hui, c'est quoi? Et quelles sont peut-être les perspectives d'évolution? Alors aujourd'hui, l'alerte, vous dire d'abord que la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur, elle est au cœur des situations d'urgence. Il y a 3 mots-clés qui définissent l'action du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale, c'est anticiper, alerter, protéger. Et donc l'alerte figure parmi l'un de ces 3 mots-clés importants. L'État aux côtés des acteurs locaux qui sont au sein des territoires les premiers concernés par les crises. Et l'alerte, c'est un choix aujourd'hui qui est fait par la France d'avoir un choix multicanal. Donc c'est d'avoir plusieurs outils qui permettent de cibler une population dans une zone concernée par la crise. Et aujourd'hui, on est là avec le colonel Moutard pour vous parler de FR Alert. FR Alert a fait l'objet d'une annonce du ministère de l'Intérieur, du ministre Darmanin, le 20 septembre dernier, 2020, qui est venu présenter, un an après l'accident de Lubrizol, le projet visant à mobiliser une nouvelle technologie de manière à mieux cibler les populations présentes et de manière à mieux faire en sorte que les populations concernées soient informées de ce qui se passe. FR Alert, c'est un outil d'alerte des populations. Il permet un message individualisé et ciblé vers une population qui est comprise dans un périmètre, y compris les personnes de passage, les touristes qu'évoquait Fred Courant à l'instant. Mais le colonel Moutard vous présentera les éléments techniques qu'il y a derrière. C'est une avancée majeure du dispositif d'alerte. Il est adapté pour tout type d'événements, que ce soit de sécurité civile, accidents industriels, événements naturels, attentats, troubles à l'ordre public, donc tout événement massif qui nécessite d'informer la population en temps les plus immédiats. Il s'inscrit dans un choix stratégique de garder les autres dispositifs d'alerte. Donc on a les sirènes qu'évoquait également Fred Courant, pour lequel il y a un dispositif de rénovation des sirènes qui est en cours actuellement sur le territoire national, mais également les médias, les réseaux sociaux, les conventions avec France Télévisions pour les messages qu'on parlait d'alerte enlèvement, mais également les messages radio qui permettent également d'informer les populations sur un territoire donné. Il complète également les messages qui sont envoyés à chacun des élus, et nous en avons ici dans la salle avec les messages Gala. C'est les préfets qui envoient directement aux élus les messages Gala qui informent de l'événement. Ce dispositif repose sur une technologie qui repose sur celle développée par les opérateurs téléphoniques. Il s'appliquera sur l'ensemble du territoire national métropolitain, mais également ultramarin. Il a nécessité des adaptations législatives et réglementaires parce qu'il y a une transposition d'une directive européenne qu'il a fallu transcrire en droit français et pour lequel le décret par rapport à FR Alert a été publié samedi dernier. Donc on arrive au bout d'un an de lancement de programme à cet aboutissement réglementaire et qui nous permettra, avec les 4 opérateurs, d'avoir une convention qui nous permettra ensuite de déployer l'ensemble des acquisitions et des différents boîtiers nécessaires pour transmettre le message
en vue de faire les premiers tests d'ici la fin de l'année et début de l'année 2022, en vue d'avoir une livraison du matériel en juin 2022. C'est l'objectif dans lequel l'État s'est engagé, en mobilisant un budget de 50 millions d'euros. L'État, jusqu'à présent, a tenu ses engagements, et dans l'engagement du lancement du projet, dans le calendrier qui est celui du développement informatique, et dans la livraison qui est programmée l'année prochaine, en 2022. D'accord, donc le volet réglementaire, on est presque au bout. Livraison du matériel juin 2022, ça veut dire que la plateforme sera opérationnelle. On pourra, nous, citoyens, recevoir les... On ne veut pas les recevoir, ces messages, mais potentiellement à partir de septembre 2022, c'est de cet ordre-là ? Alors nous sommes dans une phase de test qui permet aujourd'hui de tester les éléments informatiques. Ensuite, on aura des tests avec les différents partenaires. Il y a des préfectures ciblées et des communes qui sont également expérimentateurs, comme Rouen, ici, sera parmi les villes retenues pour expérimenter l'outil. L'enjeu, effectivement, c'est une livraison en juin 2022 et l'agenda respecté. Et chacun qui recevra, effectivement, en cas d'événement majeur, le message lui donnera le comportement à adopter, la nature de l'événement, et lui permettra d'avoir les bons comportements au bon moment pour être au bon endroit, là où l'État lui demandera d'être. D'accord, très bien. Alors, lieutenant-colonel Romain Moutard, pour comprendre sur les aspects techniques, alors on ne va pas rentrer dans des détails, mais plutôt pour que nous, grand public, lambda d'un territoire, on comprenne. Par exemple, il y a une industrie qui connaît un événement de type Lubrizol. J'habite dans un rayon de 5 km. Quel type d'information je vais recevoir? Et est-ce que l'information sera différente si j'habite dans un rayon de 20 km, par exemple? Ou si je suis situé plutôt qu'habitant? Bonjour à toutes et tous. Oui, le but, je vous le confirme, ce matin n'est pas de rentrer dans la technique. Très concrètement, le projet FR Alert et l'obligation européenne qui nous était faite part du principe qu'on a tous dans notre poche, au bout de notre main, de plus en plus, pour plus de 80% de la population, un outil qui s'appelle un smartphone, et qu'il serait dommage de ne pas utiliser, et ce qui est encore plus vrai pour les jeunes générations qui l'ont non pas dans la poche mais en permanence, bien souvent au bout de la main, même quand ça ne doit pas être le cas. Pour répondre très clairement à la question, effectivement les technologies aujourd'hui de diffusion d'alerte par la téléphonie mobile, indépendamment de la technologie utilisée, va permettre de faire de l'alerte géolocalisée. Donc de dire dans un rayon de 5 km, je vais pouvoir diffuser un premier message avec une première consigne, hypothèse d'école, le confinement dans ce rayon de 5 km ou d'évacuation, et d'avoir une consigne différenciée dans un autre rayon de celui de 10 km. Tout ça, attention, étant très académique, puisque vous imaginez bien que ça repose aussi quand même sur la téléphonie mobile, et les délimitations des ondes radio ne permettent pas de dire oui, mais attendez, à 5 km et 100 mètres, le message sera nécessairement différent. Tout ça va se faire sous forme, dans la réalité, de patatoïdes, même si au départ, ce qui sera très clairement consigné par l'opérateur qui aura la charge, pour le compte de l'autorité, de déclencher l'alerte, va bien tracer ces zones de 5 et 10 km dans votre cas d'espèce, et en y associant des consignes potentiellement différenciées. C'est d'autant plus vrai, permettez-moi de rebondir sur l'exemple, dans ce qu'évoquait Yves D, en disant on a aussi ce périmètre de la sécurité publique, et malheureusement, espérons là aussi qu'on ne recevra pas au plus ce type de message. C'est la problématique de l'attentat et du terrorisme, où on fera peut-être une zone de franchise de l'alerte, c'est-à-dire on ne donnera pas dans un périmètre immédiat, de messages d'alerte pour ne pas donner d'informations aux belligérants ou autres terroristes. Et par contre, la consigne sera diffusée dans un rayon peut-être au-delà des 500 ou du premier kilomètre, qui est la première zone d'exclusion. Vous avez évoqué le fait que 80% de la population environ a un smartphone dans la main. Et je pense à la démographie française, à son vieillissement, même si les technologies entrent dans la vie des personnes plus âgées. Comment on fait, le nouveau dispositif va s'adresser à ces personnes? Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a quand même une pénétration des équipements aussi dans ces tranches d'âge-là, avec des téléphones, des smartphones dédiés, avec une grande marque dont il m'est interdit de donner le nom ici, mais vous l'aurez tous compris, donc déjà des terminaux adaptés. Quoi qu'il en soit, aucun vecteur, que ce soit la téléphonie mobile, que ce soit les sirènes, on l'a vu, et Fred Courant le disait très bien, je me permets de reprendre, certains regardent France 3, d'autres TF1, d'autres écoutent la radio, France Bleu Normandie peut-être.
Donc il y a d'autres canaux que l'on va solliciter dans le cadre de conventions qui sont d'ores et déjà en place et qui méritent là aussi d'être largement utilisés et alimentés. Et puis aucun vecteur ne fera du 100%. Donc après, c'est la sensibilisation, c'est la culturation au risque, c'est aussi la préoccupation de ses voisins, de sa famille, pour peut-être là aussi essaimer le message dès lors qu'il a une véracité officielle, sans déflorer le sujet de la coordination entre les acteurs. Merci Romain Moutard. J'aimerais me tourner vers vous, Johnny Douvet. Vous êtes donc géographe et vous vous êtes intéressé à l'échelle européenne au dispositif d'alerte, de gestion de crise. Et j'aimerais avoir votre regard. Est-ce que vous connaissez bien forcément FR Alert? Est-ce qu'il y a des grandes divergences, des convergences vers les dispositifs européens? Alors, j'informe la régie que vous nous avez prévu quelques slides pour permettre d'illustrer vos propos. Je veux bien que vous nous les lanciez. Et puis, je vous transmets ce petit outil. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous on est enseignants, enfin je suis enseignant-chercheur, donc je suis universitaire, mais on travaille avec différents acteurs opérationnels pour travailler sur cette vaste question de l'alerte à la population. Et donc, pour compléter un peu les premiers propos, c'est bien d'avoir des outils pour alerter la population, mais c'est plus complexe que ça, parce qu'on le sait, il y a plein de questions géographiques notamment. Le où, évidemment, on en a parlé, à quel niveau, quelle granularité, 5 km, 20 km pour reprendre vos propos. Le quand, à quel moment, la nuit, le jour, mais je m'arrête là, tout le monde a compris. Qu'est-ce qu'on met dedans, quel contenu, quels mots sont utilisés, et puis pourquoi faire. Je vais aller plus loin un peu sur l'exemple, c'est que si on envoie un message à 50 000 personnes en disant « évacuer », si c'est pour provoquer de l'embouteillage, ça n'a aucun intérêt. Mais je m'arrête là parce que je pense que tout le monde a bien compris. Donc l'idée, si je vais prendre 2-3 exemples, pour nous, il y a 5 défis qui attendent FR Alert, mais on accompagne évidemment, on travaille avec la DNUM sur ces questions-là. Alors on peut passer c'est moi qui avance. Alors, si j'ai compris. Alors, on va le dire en même temps, slide suivante, parce que hier, j'avais des doutes parfois sur le fonctionnement. Voilà, super. Parfait. Donc, si c'est pas gênant. Donc, suite au décret européen sur les télécommunications, qui a été voté le 11 décembre 2018, je ne vais pas faire trop de technique, j'ai bien retenu le message. Non, et puis il faut qu'on c'est ça, on condensé. Donc, en fait, tous les États membres de l'Union européenne, il y en a 27, ont pour obligation d'avoir mis en place le 21 juin 2022 au plus tard un système d'alerte par géolocalisation. Et donc, alors, pour faire très simple, en bleu, on a des SMS géolocalisés. En jaune, on a du cell podcast, la diffusion cellulaire, qui ne fonctionne pas de la même manière. Et de manière originale, la France a choisi une solution hybride. Alors, ce n'est pas le seul pays, puisqu'a priori, il y a Malte et Estonie, mais c'est un des rares cas à l'échelle européenne pour avoir choisi ce choix-là. Alors, pourquoi ? Diapo suivante, on a en fait un outil qui aujourd'hui s'appelle la diffusion cellulaire, qui fonctionnera sur la 4G, qui permet en fait d'alerter la population en quelques secondes. Ce qui est très intéressant, notamment lorsqu'il y a une mise en sécurité immédiate qui est demandée. Alors, si on considère que tous les smartphones sont connectés à une antenne 4G, ça permettrait aujourd'hui de couvrir 81% de la population, et on atteint même plus de 95% dans les pôles urbains, donc Rouen, par exemple, fait partie. Par contre, on voit qu'il y a des taux qui sont plus faibles dans des communes rurales, ce qui pose une autre question, évidemment, en termes d'équité d'accès. Et puis, je précise aussi que tous les smartphones ne sont pas actuellement compatibles avec cette technologie. Donc ça, c'est en cours, et je m'arrête là pour éviter de rentrer trop dans les détails. Seule chose quand même qui est très importante, c'est que c'est une notification qui s'affiche sur le téléphone. Donc c'est intrusif, il y a un son qui arrive, et on voit tout de suite la notification. La deuxième technologie complémentaire, c'est la diapo suivante, s'il vous plaît, c'est les SMS géolocalisés. Donc ça, c'est du fonctionnement classique sur 2G, 3G, 4G. Là, par contre, les taux sont encore plus exceptionnels, puisqu'on a 95% de la population couverte. Mais la diffusion d'un SMS prend du temps. Donc, autrement dit, si on a une mise en sécurité immédiate, il faut plutôt opter pour la diffusion cellulaire. Si on a un peu de temps pour une mise en sécurité, on peut couvrir beaucoup de personnes et donc diffuser un SMS. Alors, j'ai une question très bête. Est-ce que ça veut dire qu'au ministère de l'Intérieur, je caricature, il y a 2 boutons pour l'alerte? Un bouton, j'envoie un SMS, ou un bouton, j'envoie un push notification Alors ça, je ne répondrai pas à la place de la DNUM. Ça fait partie des choses qui sont actuellement discutées. Si l'outil est disponible au départ ou si c'est la nature de l'événement qui conditionne l'outil. C'est plutôt dans ce sens-là, mais je ne m'engage pas puisque ce n'est pas moi qui aurai la main là-dessus, évidemment. Donc ça, c'est la partie technologique. Par contre, il y a d'autres enjeux, et c'est la diapo suivante. C'est pour ça que, très rapidement, on a parlé de l'humain tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met dans le contenu du message? Qu'est-ce qui s'affiche?
Donc, si... On veut bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Mais ça va arriver. On a aujourd'hui des indicateurs qui nous permettent de voir qu'en fait, pour des publics différenciés, on a parlé du son tout à l'heure, la norme AFNOR, c'est la norme incendie, elle est connue de tout le monde. Par contre, si on change la sonnerie pour une fuite de gaz, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse identifier cette sonnerie. Donc ça, c'est des questions qui sont en cours. La source, elle est hyper importante. Il faut que l'acteur soit crédible. Donc là, on sait que c'est FR Alert qui va envoyer l'information. Il y a des acteurs derrière qui ont la main et d'autres qui aimeraient bien avoir la main, mais c'est un choix en cours de discussion. La complétude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans le message. Et là, en fait, on fait des expérimentations qui montrent que plus le message est complet, plus les personnes comprennent ce qui se passe. Mais ce qui peut être contradictoire avec le fait de vouloir appuyer tout de suite sur le bouton. Le choix des mots, on sait que le mot urgent, par exemple, n'est pas à utiliser. Et puis, pour reprendre les propos de Frédéric Courant, la négation, ne pas aller chercher ses enfants à l'école, c'est très mauvais. Il faut être positif dans le message. Donc ça, c'est des choses... Alors, plus information spatiale et la mise en page, c'est-à-dire que si c'est un message très complet, un mur de mots où on ne comprend pas ce qui est prioritaire, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, nous. Et l'idée, c'est de faire des expérimentations avec des publics pour ensuite voir un peu sur quoi on joue. Donc c'est la diapo suivante. Évidemment, en faisant d'expérimentations, on montre qu'il y a une adaptation. Alors ça a été super vite pour le coup. Ouais. Non. Il y a juste encore avant, on remonte s'il vous plaît. de 2 diapos. Ouais, là. Voilà. Il faut s'adapter au contexte. On en a parlé. Il y a un contexte social parfois qui est particulier, un contexte spatial, un contexte environnemental. Donc il faut être souple et agile. Les événements d'hier, mais il y a quelques semaines, etc., nous montrent qu'effectivement, il y a des comportements qu'il faut expliquer. Et il n'y a pas de mauvais jugement, il n'y a pas de mauvais ou de bon comportement. Alors, en travaillant avec Karine Valls, qui a été citée aussi, qui est psychologue, on sait très bien que la variable de l'attachement, elle est fondamentale. L'attachement au bien, l'attachement au lieu, c'est plus important que le reste. Si je dois traverser un cours d'eau alors que je dois aller chercher mes enfants, je vais le faire quand même, indépendamment de mon mode de véhicule. Alors juste là-dessus aussi pour expliquer, c'est qu'en fait on fait des expérimentations avec des vrais publics, ce qui nécessite évidemment aussi un certain cadrage éthique, déontologique, juridique, et en faisant un peu l'aparté entre... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exercices qui sont faits par les acteurs de sécurité en interne, et où la population, elle n'est pas forcément mobilisée. Donc on essaie de le faire de plus en plus, et ça, je pense que la DNUM en est consciente également, puisqu'il y aura des tests techniques l'année prochaine, mais également, on espère, des tests avec la population. Et juste pour terminer, parce que j'ai déjà été long, en fait, tout ça, ça m'amène à une vraie question, c'est la diapo juste pour finir. En fait, il y a le cadre réglementaire actuel. Si je prends le guide Orsec GR4 de 2013, un maire, un préfet ou le ministère de l'Intérieur au sens large peut faire de l'alerte. Mais on a d'autres outils qui existent aujourd'hui, qui sont mis en place à différentes échelles, que ce soit des ERP ou à l'échelle d'une intercommunalité. Et du coup, la question, c'est de l'information, c'est pas de l'alerte. Moi, je pense qu'il ne faut plus mélanger, il faut plus dissocier les deux. Mais par contre, si je prends la loi, l'alerte, elle revêt aux autorités. Donc ça pose des vraies questions, et de même que les médias, je vais juste prendre l'exemple de l'alerte rouge, qui est de la vigilance rouge. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est tellement inscrit dans les mœurs qu'on ne peut plus dire l'alerte, c'est les autorités, et l'information, c'est tout le monde. Donc il faut s'adapter. Donc juste là-dessus, le fait de dire, par exemple, vigilance rouge, vigilance orange, ça permet de graduer la situation, mais l'alerte, elle n'est pas binaire pour moi. L'alerte, on reçoit un message, et c'est ce qui est dans le message qui nous indique ce qu'il faut faire. Merci en tout cas, mais je pense qu'il y a d'autres questions et d'autres intervenants. Oui, et puis là, vos derniers propos font parfaitement la transition sur les questions des chaînes d'acteurs, le qui fait quoi. C'est vrai que l'expérience de Lubrizol de fin septembre 2019 a posé question. On sait qu'en cas de crise, le préfet prend la main, l'industriel donc ne communique pas. Voilà, et la sécurité civile aussi communiquait. Il y a pu y avoir des contradictions entre la parole préfectorale et puis la parole des pompiers. Donc les gens ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Je voudrais commencer avec un acteur extrêmement important de cette chaîne d'acteurs, ce sont les élus locaux. Donc avec vous, Alban Bruno, donc vous êtes le président de Amaris et maire de Gonfreville-Lorcher, donc forcément vous vous intéressez quasiment quotidiennement à ces sujets. Quel est le regard des élus sur cette chaîne d'acteurs, sur cette chaîne d'acteurs en général, et où doit être situé l'élu local, le maire? Alors, pour faire face à un événement, l'élu local, bien évidemment, joue un rôle important. Et pour qu'il puisse jouer un rôle important, il faut qu'il trouve sa place assez rapidement dans la chaîne d'intervention, qui est très efficace. Les services du SDIS, quand il y a un événement, répondent très rapidement.
Et c'est là où on doit travailler cette chaîne et ce travail collectif et de coordination au niveau du message à donner. Parce que si chacun donne son message, c'est là qu'on va créer la confusion et c'est là qu'on va avoir des soucis. Et pour qu'il y ait une bonne coordination, pour que toute cette chaîne fonctionne parfaitement le jour J, eh ben, ça nécessite un travail collectif permanent, une culture de la sécurité, une culture du risque, avec toutes ces parties prenantes, l'industriel, les autorités de l'État, les services de secours, les élus locaux et bien évidemment les services de la préfecture. Et là, à mon sens, et c'est ce que Amaris revendique, on a du travail. Alors il y a des territoires, ça se passe bien, parce qu'il y a une forme de savoir-faire, il y a des moyens, parler de petites communes, communes plus armées, et les autres. Et là, ça a été dit au début, donc les points de difficulté ont été identifiés. Donc ça nécessite qu'il y ait un portage politique. Alors peut-être que la ministre va s'exprimer suite au rapport, et on l'attend, cette expression, au niveau de l'association des maires. Mais je crois que les problématiques ont été identifiées. Les solutions, la science, la technique, tout ça, on a. Maintenant, c'est la mise en musique. Et la mise en musique, je pense que là, ça nécessite un portage politique d'en haut, et que ça soit aussi quelque chose qui puisse être identifié par les populations, la compréhension des populations. Et là, donc, ça nécessite qu'il y ait quelque chose de commun, quelle que soit la problématique où on se trouve. Alors, je vais reprendre la métaphore de la mise en musique. Dans un orchestre, il y a un chef d'orchestre. Donc, qui souhaitez-vous voir le chef d'orchestre? Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que les élus locaux sont... alors, tous les instruments sont importants dans un orchestre. J'ai joué en orchestre, donc je le sais à quel point c'est important. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes le joueur de triangle au fond de la salle, ou plutôt que vous êtes aujourd'hui, dans le système actuel, premier violon? Alors, ça dépend. Ça dépend comment on perçoit, comment on s'investit sur ces problématiques en tant qu'élus locaux. Et nous, sur ma commune, face à ces sujets, on bouscule. On bouscule les services de la préfecture pour que, au niveau de l'information, des alertes, on ait des choses qui progressent. Mais ça serait bien que ça soit pris en charge au niveau des préfectures, et que les préfectures accompagnent les collectivités locales, et qu'il y ait quelque chose qui soit commun à toutes les collectivités. Très bien. Alors, je vous propose qu'on entende les industriels, ensuite qu'on s'intéresse à la population sur les réseaux sociaux, avant de revenir à vous, parce que je pense que chacun va appeler des réponses de l'État que vous représentez ici. Alors justement, les industriels, Xavier Longuet, donc vous êtes directeur de la formation au sein du GESIP, groupe d'études de sécurité des industries pétrolières. Vous, en termes d'alerte et de gestion de crise, comment vous voyez fonctionner cette chaîne d'acteurs? Alors, effectivement, donc les industriels sont confrontés tout de suite à l'événement, donc leur rôle, bien sûr, est primordial. Les industriels, alors déjà, ils se préparent à ce type d'événement-là. Voilà, ça fait partie. Ils ont des plans d'urgence, il y a des études de danger avec les maîtrises des risques, et donc ils se préparent, on va dire, en temps de paix, finalement, à s'exercer sur ce type d'événement. Ensuite, ils mettent en place une organisation spécifique, c'est-à-dire que quand ils sont confrontés à un événement comme cela, ils vont effectivement avoir une organisation avec un directeur ce qu'on appelle le directeur des opérations internes, un poste de commandement, et puis également un poste de commandement avancé sur le terrain. Donc il va y avoir une articulation sur ces trois parties de l'organisation de la cellule de crise. Bien sûr, le rôle de la communication va être extrêmement important, puisqu'il va falloir tout de suite informer les services de l'État, l'ADREAL, la préfecture, les secours publics, pour pouvoir organiser très rapidement les opérations d'intervention. Alors, par rapport à cette organisation, ils vont avoir un rôle, bien sûr, d'intervenir face à l'accident, un rôle, bien sûr, de stratégie, quels sont les moyens qui vont être mis en place.
Voilà, donc, et des rôles, bien sûr, d'intervention directement sur le terrain. Alors, une fois qu'on a fait ça, il y a quand même tout ce qu'on a vu en amont avec la préparation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des fonctionnements cycliques de la cellule de crise, ce qu'on appelle le poste de commandement exploitant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des exercices répétés avec une fréquence hebdomadaire ou mensuelle. Pour générer des automatismes. Pour générer des automatismes, voilà, exactement. Et puis il y a également des choses qui sont des notions qui sont importantes, c'est toute la partie anticipation. C'est-à-dire que dans l'organisation de l'industriel, il y a des outils qui permettent aussi d'anticiper les conséquences finalement de l'événement ou de l'accident. Donc à travers ça, bien sûr, il va y avoir des outils qui émanent du plan d'urgence. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des fiches de mission, des fiches réflexes, des fiches d'alerte, des outils de situation tactique. Et puis des outils également sur tout ce qui est idée de manœuvre, les objectifs qu'on souhaite avoir, la manière d'exécuter les choses. Voilà. Donc finalement, quand on regarde un petit peu tout ça, l'industriel, il va avoir un rôle bien sûr très important puisqu'il doit gérer son sinistre dont il est à l'origine, mais il va avoir beaucoup de leviers d'action, d'intervention face à tout ça. Sur la communication, il y a un point que je n'ai pas mentionné, mais il y a également toute la partie média, parce que généralement, les médias, dès qu'ils ont connaissance, vont tout de suite auprès de l'industriel pour essayer d'avoir des informations. Alors justement, c'est une question qui m'intéresse parce que pour bien comprendre l'interface État-industriel en temps de crise, votre travail, on va dire, il est en back-office, gérer votre cellule de crise interne, alerter les autorités compétentes, mais l'alerte est pilotée par la préfecture, donc par l'État, et l'industriel, finalement, doit rester en retrait, doit gérer l'interne, la coordination, l'intervention de la sécurité civile, etc. Donc, est-ce que c'est une position frustrante de ne pas pouvoir largement communiquer sur ce qui se passe, de devoir passer par les services de l'État ? Non, pas du tout, parce que justement, l'industriel ne peut pas du tout être dans cette position-là. L'industriel, il doit vraiment faire face à l'événement auquel il est confronté, mettre en place ses moyens. Alors, soit c'est ses propres moyens, ou soit il travaille avec les secours publics, et auquel cas, il devient quelque part le conseiller technique auprès du commandant des opérations de secours. Mais il ne va pas pouvoir, on va dire, rajouter une couche supplémentaire pour s'occuper de la gestion des alertes auprès des populations. Ce serait trop compliqué pour l'industriel. L'industriel, il doit vraiment... il a déjà un panel de communication très important avec de multiples acteurs, qui sont les services de l'État, qui sont sa propre communication aussi en interne vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de son siège. Et donc, il ne serait pas en mesure, effectivement, de pouvoir gérer l'ensemble de la population, des collectivités. Ce serait trop difficile. Très bien. Allons voir du côté des réseaux sociaux avec vous, Éric Collard. Avec le VISOV, dont vous êtes le président, je le rappelle, volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Je voudrais que très très vite vous nous disiez comment a été constitué le VISOV et ensuite la veille que vous effectuez au quotidien finalement, y compris en temps de paix. Je trouve ça toujours assez étonnant cette expression de temps de paix, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que je me dis que ça peut être hyper intéressant de travailler finalement sur le lexique, les mots de la gestion de crise utilisés par les gens et qui peuvent aider à concevoir aussi les messages pour toucher les publics. Oui, merci de votre invitation. Alors, VISOV, c'est une association de citoyens qui a une accointance avec la sécurité civile. Ça peut être des citoyens qui sont déjà engagés par ailleurs, comme sapeurs-pompiers. Il y a des secouristes, il y a des gens qui sont passionnés par la météo, des radioamateurs, et je dirais de simples citoyens qui ont envie d'apporter leur soutien pour aider d'autres citoyens. Et donc cette association, elle se nourrit des éléments liés à la sécurité civile en général, que ce soit des événements naturels, ce qui est le plus fréquent, des événements de type industriel, où parfois on s'adapte à l'actualité en réalité. Et l'idée, c'est de pouvoir soutenir au mieux la population, notamment via les réseaux sociaux.
Dans les missions de l'association, on peut les simplifier en 3 grands axes. Le premier axe, c'est la diffusion des messages de prévention. Par exemple, à l'époque de la saison des feux de forêt, on peut diffuser des messages bien en amont quand on sait qu'il va y avoir un risque important sur le fait d'avoir un usage raisonné des appareils ou des barbecues, ne pas jeter son mégot, etc., etc. Et puis, à l'approche de la crise, ça peut être porter assistance à la population à notre manière, en renouvelant les messages de prévention, donc en appuyant sur les principales consignes à suivre, puisque ça a été évoqué par différents interlocuteurs. L'alerte en soi peut ne pas être suffisant. Il faut compléter parfois par des consignes qui vont être des fois générales, mais aller des fois dans le particulier, parce que le citoyen, en fait, il pose des questions très simples en fait, par rapport à son quotidien. Et puis la troisième mission de l'association, c'est de pouvoir soutenir les gestionnaires de crise, que ça peut être les préfectures ou les services départementaux d'incendie et de secours notamment, en étant parfois un tiers de confiance entre le citoyen et les acteurs que nous connaissons, en leur disant « attention, il y a ce genre de questions qu'ils se posent, allez plus dans le détail, des choses sont mal comprises, peut-être que le message peut être complété, rectifié par la suite ». Pour être très concret, si vous regardez par exemple ce qui s'est passé dans les derniers jours avec les événements météo, je vous invite très simplement à aller regarder le compte Twitter ou Facebook de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Au début, donc, il y a un message d'alerte formaté avec le visuel standard, et puis on voit que très rapidement, les citoyens posent des questions. Et en fait, c'est quasiment la même question qui est posée par tous. L'histoire de l'école, est-ce qu'on doit aller chercher les enfants à l'école? Fred a insisté dessus tout à l'heure, parce que de manière très pragmatique, il y a l'université qui dit nous on ferme, les collèges disent nous on ferme, et concernant les écoles, il y avait quelque chose. Et si vous allez voir sur le compte, regardez les commentaires, c'est très simple. Sur le compte Twitter, il y a une dizaine de commentaires. Des gens disent alors on doit aller amener les enfants à l'école, les écoles sont fermées, etc. Et si vous allez sur la page Facebook de la préfecture, c'est la même chose, mais avec une centaine de commentaires. Et donc là, ça permet d'avoir le côté multicanal, que ce soit l'alerte par les sirènes ou les dispositifs qui ont été expliqués, mais aussi le multicanal dans les réseaux sociaux, puisqu'il y a une sociologie des réseaux sociaux, tout le monde n'est pas abonné au même compte. Donc nous, l'association, on essaie de communiquer sur les réseaux sociaux où nous avons des comptes, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, et on essaie d'aller voir aussi ce qui s'y passe pour qu'on ne soit pas ignorant. Si un citoyen en sécurité poste une photo où on voit un camion qui traverse un pont, c'est quand même dommage que le gestionnaire de crise n'ait pas cette visu de la situation pour développer son empathie et peut-être adapter le message. Et pour revenir sur la chose des écoles, regardez le compte de la préfecture des Bouches-du-Rhône et de la mairie de Marseille, il y a un message à un moment donné où on dit « Vous pouvez venir chercher vos enfants avant la fin de la matinée ». Donc on adapte dans un deuxième temps le message pour aller du général au particulier. Et c'est ça que peuvent apporter les réseaux sociaux. C'est une dynamique d'échange où on va affiner le message et aller au plus près des préoccupations des citoyens. Et donc on essaie d'œuvrer en ce sens. Pour revenir sur cette question du lexique, ça a été évoqué tout à l'heure par Alban, je pense. Les mots que l'on va utiliser, ils ne sont peut-être pas perçus de la même façon par les uns et par les autres, rien que dans la chaîne d'acteurs. Ça fait partie du travail à mener avec les services de l'État, les maires, etc. Ce langage commun parce que si on ne comprend pas la même chose derrière un mot, on ne réagit pas forcément bien. Voilà, c'est l'un des atouts des réseaux sociaux, notamment, en complément des autres messages, mais c'est la même chose avec l'audiovisuel, notamment, c'est de pouvoir développer une parole. Parce qu'en fait, quand vous recevez un SMS ou quand vous voyez un pictogramme ou quand vous voyez un communiqué de presse, vous n'avez pas d'échange, vous n'avez pas de notion de dialogue. Alors que le fait de pouvoir poster notamment une vidéo, c'est très simple aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de filmer un maire, de filmer une autorité, pour que, même si elle ne peut pas se rendre à un point presse, par exemple, donner un message à la population, tout de suite, il va y avoir un lien qui va se créer, un lien humain, déjà, dans un premier temps. Et comme on le fait là, on va utiliser plusieurs phrases, plusieurs mots, et en fin de compte, on va parler à plusieurs personnes en utilisant naturellement un champ sémantique plus large. Et ça, c'est une possibilité qu'offrent les réseaux sociaux, en plus
des messages qu'on peut diffuser automatiquement. Isabelle Richard, vous êtes donc docteur en psychologie sociale et environnementale. Vous avez créé un bureau d'études Environom. Je vous voyais réagir physiquement aux propos, y compris ceux de Frédéric Courant, sur les enjeux de comportement, de culture, de choix des mots. Vous, votre travail et votre posture particulière par rapport à l'ensemble des autres acteurs, ça vous amène à identifier quel levier pour améliorer cette culture du risque pour que l'alerte des populations et la gestion de crise en temps à un point précis soit efficace, pertinente. Déjà, dans ce qui a été évoqué, il y a plusieurs choses. Moi, je travaille sur l'amont de la crise, vraiment la communication. Et évidemment, en fait, je dirais que l'alerte, le SMS qu'on va recevoir, il va être là juste pour confirmer que c'est bien comme ça qu'on doit faire. C'est bien le comportement que j'ai appris à faire en amont que je dois appliquer. Il n'est pas là pour informer. C'est déjà trop tard à ce niveau-là. Donc, en fait, il faut vraiment d'abord comprendre, d'un point de vue politique aussi, que parler du risque, c'est pas mal. Les gens vont pas partir du territoire. Il y en a même qui reviennent. On a vu hier avec l'expérience japonaise, il y en a qui reviennent. Donc c'est vraiment, il faut adopter une communication transparente dès le départ. Communiquer sur le risque, c'est s'assurer que les gens vont bien mettre en place les comportements adaptés. Sinon, il y a une défiance envers les autorités. Et c'est sûr qu'il n'y a aucun comportement et que même le SMS qu'on va m'envoyer, on ne va pas le comprendre. Donc ça, c'est la base, je dirais. Et après, nous, on travaille beaucoup sur les émotions. On a vu le jour J, les émotions, elles sont démesurées. On a tous une façon de réagir différente au risque. Il y en a qui vont être dans le déni, comme on a dit, le 4x4, ça ne m'arrivera pas, allez, j'y vais. On a la prostration, l'alarmisme, la catastrophe, qu'est-ce que je fais? Du coup, je ne fais rien. Du coup, c'est délétère aussi. On a l'optimisme irréaliste, c'est finalement, en fait, oui, ça n'arrive qu'aux autres. En fait, moi, c'est bon. Mais en fait, non, c'est pas bon du tout. Donc, du coup, tout ça, ça engendre des comportements inadaptés. Et il y a aussi cette fameuse délégation aux autorités. On le voit, moi, je travaille beaucoup sur le risque inondation notamment, mais ça se transfère sur le risque industriel, sur tout type de risque. Du coup, on voit que, par exemple, le problème des digues, les documents réglementaires qui ne sont pas connus du grand public, qui ne touchent pas leur cible, etc. Donc, du coup, ça, on délègue aux responsabilités, aux autorités les choses, et c'est délétère aussi parce que ça veut dire qu'on ne va pas mettre en œuvre de comportement. Et comment on met en œuvre un comportement de protection d'abord de sa vie? Avant, c'est bien matériel, même si on a montré que l'attachement, c'était très important. Du coup, on va travailler sur ce que nous, on appelle l'éveil émotionnel. C'est-à-dire qu'en psychologie, on voit que la peur, ça amène à des comportements déraisonnés. On sait qu'on peut être un être rationnel, voilà, avec des habitudes très normatives, etc. On sait aussi qu'en cas d'émotion intense, on peut être irrationnel. Et c'est ça qu'on veut traiter. Donc, comment on fait à ce moment-là? Nous, on a travaillé sur des formations notamment engageantes avec Julien Jadot, qui à l'époque était au CEPRI, du coup, sur l'éveil émotionnel, c'est-à-dire informer l'individu tout au long d'un processus. Et on a dit tout à l'heure, voilà, c'est en étapes, c'est pas en one shot, c'est vraiment en étapes qu'il faut accompagner l'ensemble des populations. Et une fois qu'on a cet éveil émotionnel, cette information, dans cet éveil émotionnel, il y a qu'est-ce que je risque, moi, dans ma maison, dans ma situation, parce qu'en fait, ce qu'on a montré, c'est que ce n'est pas la conscience du risque qui fait défaut. Parce que, voilà, d'habiter à côté d'un fleuve, à côté d'un Céveso, on le sait plus ou moins. Mais ce qui fait défaut cruellement, et ce qui peut permettre de sauver des vies, c'est les conséquences de ce risque. Mesurer les conséquences de ce risque, ça permet de mettre en œuvre, en amont, les comportements adaptés. Et donc, nous, on travaillait là-dessus, sur cet éveil émotionnel. Et après, tout de suite après avoir éveillé émotionnellement l'individu, on ne peut pas le laisser en situation de tension, on va lui communiquer les actions de faire face. Qu'est-ce qu'on fait quand ça s'arrive, quand ça s'arrive, quand ça s'arrive? Et avec les experts, on définit des situations en fonction de l'alerte, qu'on soit en rouge, en vert, en jaune, en tout ce qu'on veut, mais en tout cas, on définit des actions concrètes juste après cet éveil émotionnel. Et dernier point, c'est aussi de comprendre qu'il
il y a des variabilités comme il y a des variabilités de risque, on ne réagit pas tous à la même façon au risque, et les risques sont très différents, donc des fois il faut sortir, des fois il faut se confiner, etc. Du coup, il y a des variabilités de gens, et il faut essayer de comprendre où en sont les individus à un moment T. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, sur le risque industriel, je ne sais pas, à Rouen, est-ce que les gens sont, par exemple, en ce qu'on appelle, nous, en pré-contemplation? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont, ils connaissent pas le risque, et donc, du coup, ils ne vont pas changer de comportement, ou en tout cas, ils ne vont pas en mettre en œuvre. Est-ce qu'ils sont en contemplation? Ok, il y a un risque, donc je vais faire quelque chose dans les 6 mois à venir, mais je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils sont en phase de préparation? Du coup, ok, là, il y a un risque, je sais qu'il faut faire quelque chose. Et là, c'est important que l'ensemble des acteurs autour de la table travaillent ensemble pour définir avec le citoyen le où, quand, comment de l'action. Et à partir de là, les actions se mettent en œuvre automatiquement. Et je dirais qu'au moment de la crise, le petit SMS et l'alerte qui va être donnée aura tout son poids et touchera ses cibles. Merci à vous, c'est extrêmement passionnant. Je vais vous redonner la parole, Yves Ogdet, pour réagir un peu à tout ce qui a été dit. Néanmoins, je me pose une question. Alors, la semaine dernière, je lisais une étude, je n'ai plus exactement les références en tête, qui montrait en fait le taux de confiance de la population envers différents acteurs. Ça allait de l'infirmière à l'élu, et vous voyez mon geste, le top de la confiance était l'infirmière, le professeur, mais dans le haut il y avait par exemple la sécurité civile, les pompiers, et puis tout en bas il y a l'État, les journalistes aussi, tout en bas, l'élu un peu plus haut, l'élu local. Et est-ce que ça fait partie aussi des choses qui sont prises en compte pour imaginer la chaîne d'acteurs qui soit la plus efficace en fonction justement de ce lien de confiance qui préexiste et qui permet sans doute de mettre en mouvement une dynamique de culture du risque? Alors, je vais répondre à votre question, puis après je reviendrai sur une autre notion qui est celle de l'articulation des acteurs. Mais oui. Exactement comme disait Isabelle Richard, la connaissance du risque des populations qui vivent dans le périmètre immédiat, et je vais citer le cas des centrales nucléaires. On a fait des études pour lesquelles on a 93% des populations qui résident autour des centrales nucléaires connaissent éminemment le risque et leurs effets en cas d'accident nucléaire. Mais pour autant, on n'a que 29% des populations qui vont chercher dans les pharmacies les comprimés d'iode en cas d'événement nucléaire de manière à pouvoir prendre de l'iode stable et de manière à se protéger. Donc en fait, on voit bien qu'on a un décalage entre la connaissance du risque et les effets potentiels et le comportement idoine en cas d'événement nucléaire. Donc en fait, on doit travailler effectivement sur l'ensemble des sciences nécessaires pour mieux comprendre le comportement des populations, mieux essayer de voir quels sont les bons vecteurs pour les toucher. On a un rôle éminemment essentiel avec les élus locaux qui sont plus proches des populations pour essayer de trouver le message et le vecteur le plus idoine. Et puis après, il y a effectivement la confiance de la parole de l'État, mais j'y reviendrai dans les éléments de communication en cas de crise, parce que le message que porte l'État parfois n'est pas audible. Dans le foisonnement des messages qu'il y a sur les réseaux sociaux. Frédéric Courant parlait même de brouhaha tout à l'heure. J'ai trouvé ça très juste. C'est exactement ça. Donc en fait, on a un enjeu qui est essentiel, qui est celui de la parole crédible, audible, et qui permet de toucher vraiment la personne qui est en situation de crise au plus direct. Donc ça, c'est un enjeu essentiel pour l'État. Mais peut-être en élément parce que en fait, tout à l'heure, je présentais la sécurité civile avec 3 mots-clés. C'était anticiper, alerter, protéger. Donc on se retrouve exactement dans nos débats aujourd'hui, exactement dans ces 3 mots-clés. Anticiper, c'est les plans, les préparations à l'ensemble des éléments que je vais développer. Alerter, on en a parlé avec les outils, mais ce ne sont pas que des outils, c'est également des comportements. Et puis protéger, c'est l'action de l'ensemble des acteurs. Vous parlez des pompiers, mais pas que, parce qu'à tout événement, quelle que soit la nature, il y a les pompiers, mais il y a également les éléments de sécurité, forces de l'ordre, mais pas que. Il y a également toute la partie sanitaire et les services techniques des collectivités qui sont engagées. Donc on a tout un panel de ressources qui sont mobilisées pour protéger la population et qui sont essentielles dans la gestion de la crise.
Peut-être dire que le rôle aujourd'hui de l'articulation des acteurs, aujourd'hui il est défini dans la loi. C'est le maire qui est le directeur des opérations de secours dès lors que l'événement est au niveau de la commune, mais dès lors qu'il dépasse l'échelon communal, c'est le préfet qui devient directeur des opérations de secours. Et ça, c'est la loi qui lui confère. Et derrière, il y a au sein de la préfecture des instruments, au sein des services de l'État, il y a ce qu'on appelle un centre opérationnel de commandement départemental qui permet de suivre l'ensemble de la gestion de crise, auquel l'ensemble des services de l'État viennent composer la cellule opérationnelle, mais est en lien direct avec l'exploitant dès lors que ça relève d'un accident industriel. Et il a ses propres plans qui sont en articulation avec les plans de l'État. Et les plans de l'État prennent en compte les plans de mise en protection de l'outil industriel à la charge de l'exploitant, et de manière à ce que l'État, lui, se concentre sur la protection des populations immédiatement du périmètre exposé au risque. Et on est évidemment en lien étroit avec les maires qui ont eux-mêmes des plans particuliers de communauté de sauvegarde, qui ont à mettre en œuvre tout un certain nombre de mesures de mise en protection et de mise en sécurité des biens et des personnes dès lors que l'événement, selon sa nature, vient exposer un certain nombre de personnes. Alors vous me contredirez peut-être, Alban Brugnot, mais je ne suis pas sûr que toutes les communes aient leur plan de sauvegarde de réalisé ou opérationnel ou mis à jour. C'est un sujet. Voilà, c'est un sujet. Hein. Alors, on est bien d'accord. Alors, peut-être que la loi oblige toute commune qui a un risque identifié ou avec un plan particulier de risque naturel sur son territoire ou un risque industriel, oblige la commune de se doter d'un plan communal de sauvegarde. Aujourd'hui, on est à 12 635 communes qui ont l'obligation et nous en sommes aujourd'hui à 9 800 communes qui en sont pourvues. Donc on voit bien qu'on n'est pas à 100% malgré les risques qui sont connus, mais on évoquait également tout à l'heure les communes de petite taille qui n'ont pas les services techniques nécessaires pour faire les travaux d'études préalables à la connaissance du risque, à la matérialisation, à la préparation du plan. Donc l'État et chacun des préfectures s'engagent dans un plan d'accompagnement avec des associations, mais parfois en direct pour accompagner les élus, de manière à ce qu'elles se dotent d'un plan communal de sauvegarde et qui permettent ainsi d'avoir une réponse opérationnelle pour le maire avec un instrument des ressources identifiées. Et parfois même les ressources ne sont pas suffisantes au niveau de la commune, mais on va les rechercher au niveau intercommunal parce qu'il y a de manière intercommunale maintenant des ressources qui sont mobilisables, des engins de chantier, dès lors qu'on parle d'inondation, dès lors il y a tout un certain nombre de ressources qui ne sont plus possibles au niveau de communal, et c'est bien la solidarité intercommunale qui vient renforcer l'action locale. Et je reviens donc à l'action qui est celle du préfet, qui est le gestionnaire de la crise, si je puis dire, et pour lequel aujourd'hui se concentre sur lui les enjeux d'anticipation qu'on évoquait avec l'exploitant industriel, les enjeux de communication, les enjeux de mise en protection des personnes, et tout ça, c'est des enjeux qui se jouent dans un temps très contraint. Et l'enjeu aujourd'hui, qui est celui du ministère de l'Intérieur, et Visov est partie prenante de nos actions de communication, parce qu'on a noué une convention avec Visov, ils nous sont essentiels dans cette partie-là, parce qu'ils ont un savoir-faire, une capacité de veille en temps de paix, mais dès lors qu'on est en temps de guerre, mais en temps de crise, pour reprendre une expression plus familière, nous avons un acteur qui est essentiel et qui a capacité à discriminer les messages et rendre audibles les messages que l'État souhaite faire passer, parce que dans l'ensemble des éléments que l'État fait passer qui sont factuels, ils sont forcément jetés au discrédit, remis en cause par, comme toute autorité publique aujourd'hui qui s'exprime. Donc on a besoin de rendre audible la parole, et ça c'est un enjeu fondamental pour lequel aujourd'hui on travaille. On n'a pas encore trouvé les recettes magiques, parce que si on en avait, on les utiliserait, mais on est vraiment, c'est un axe essentiel du travail. Alors il nous reste 6 minutes, on va aller très vite. Éric Collard, vous vouliez réagir, et juste une question, mais toute bête, Yves Ogdet, en cas de crise, qui est derrière, qui tape sur le clavier pour envoyer les messages sur les réseaux sociaux de la préfecture? Pourquoi cette question? Parce que je me la suis toujours posée, et aussi parce que les réseaux sociaux appellent souvent des réponses rapides, et voilà, il y a une chaîne de commandement, il y a des mots à bien choisir, et donc répondre rapidement, est-ce que c'est simple dans ce type de circonstances? Alors, c'est une fonction éminemment complexe parce qu'il faut être rapide, il faut avoir l'information la plus juste et ne pas être en décalé, parce que les réseaux sociaux vont parfois plus vite que l'information officielle. Donc nous, lorsqu'on sort une information, elle a besoin d'être sécurisée, vérifiée comme un journaliste, et pour lequel cette action nécessite du temps, et on est parfois en décalé. Alors, les personnes qui communiquent au sein des préfectures, ce sont des agents de préfecture bien souvent, qui, comme je l'indiquais, la cellule personnelle de crise est armée par un certain nombre d'agents
externes qui viennent renforcer l'armement de la préfecture, mais il y a des éléments des agents de la préfecture de la communication, et c'est elles qui saisissent après validation de l'autorité hiérarchique et celle du préfet. D'accord, donc oui, à chaque fois, chaque tweet, chaque post Facebook subit ou en tout cas bénéficie, selon d'où on regarde, cette chaîne de validation impérative, quoi. Vérification de la source, vérification des éléments factuels, vérification des impacts de l'information qui sera délivrée et validation du préfet. Très bien. Éric Collard, et j'aimerais pouvoir prendre une ou deux questions. On ne peut pas se permettre de trop déborder. Vous avez raison, puisque de toute façon, j'allais intervenir pour juste rappeler qu'il y a un acteur majeur dans tout ça, c'est le citoyen. Et donc, l'intérêt de Visov, justement, c'est de prendre le pouls en fait, du citoyen. Et puis, dans la communication qu'on essaie de mettre en place, c'est des fois d'aller préciser les choses avec des codes qui correspondent à chaque réseau social. Voilà. Mais le citoyen, acteur de sa sécurité, ce n'est pas un vain mot, et c'est par son comportement, par lui-même, en fait, qui va faciliter la prise de décision ou les réflexions, les anticipations des acteurs. Voilà. Donc il faut bien avoir cette importance à l'esprit pour anticiper les choses en se mettant à la place, si possible, du citoyen. Alors, alerte et gestion de crise, est-ce que cela appelle des questionnements? Alors oui, ici au deuxième rang. Donc la consigne, vous vous présentez, et une formulation extrêmement concise. Merci. Il va fonctionner normalement, il n'y a pas de bouton activé. Réessayez. Ah non, toujours pas. Le temps que... non, c'est bon, c'est juste là, ça va aller vite. Bonjour, merci beaucoup. Samuel Ruffat, je suis géographe. J'intervenais hier sur tirer les leçons de la catastrophe. Et donc là, en vous écoutant, je m'interroge par rapport aux pannes récentes sur les numéros d'urgence en France, à l'étranger, la difficulté à mettre en place ce numéro unique européen. Est-ce que c'est une bonne idée de rendre les citoyens dépendants de ces technologies vu qu'elles ont des pannes? Et on a vu hier que ces pannes touchent aussi les réseaux sociaux. Et j'entends qu'une des réponses, c'est le multicanal. Mais on a aussi vu des messages contradictoires diffusés sur différents canaux. Et donc, comment est-ce qu'on gère le fait d'éviter les messages contradictoires et d'éviter de se rendre dépendant de technologies dont on sait qu'elles sont problématiques? Alors on peut imaginer une double réponse, peut-être d'un acteur impliqué dans la gestion et peut-être un regard un peu dézoomé d'universitaire sur ces questions. Qui veut? Alban, Bruno? Oui, quelques éléments de réflexion. L'alerte, elle doit être multicanal. Il y a pas, ça a été dit, il n'y a pas l'alerte qui fonctionne et qui touche tout le monde. On parlait des systèmes mis en place par l'État, les sirènes. Moi, je sais que sur ma communauté urbaine, il a fallu qu'on s'en mêle. Il a fallu qu'on investisse pour être au bon niveau. Il a fallu qu'on investisse dans des outils d'alerte qu'on a même développés, imaginés sur ma commune. Enfin, je ne vais pas développer, etc. Mais c'est sûr que c'est un vrai sujet. Et puis, en fonction de l'événement, on peut se trouver privé de tout un système d'alerte parce que détruit par l'événement lui-même. Et souvent, moi, quand je discute avec des maires, je leur conseille de garder accès à leur clocher et à leur cloche avec la corde. Parce que c'est aussi un outil qui peut être utile et passer le message. C'était dit, le message, à partir du moment où on entend une alerte, on se met à l'abri et on essaye d'avoir de l'information avec les réseaux d'information qui fonctionnent. Après, quelle information? Là, faut qu'on y travaille sur les bons messages, la coordination, et ça, c'est essentiel. Mais ça se travaille à travers des exercices avec les gens, avec les parties prenantes, et ça se décrète pas, parce que l'exercice, c'est pas le jour de l'événement. Johnny Douvet, peut-être? Ouais, non, juste pour ajouter qu'effectivement, le défi, il n'est pas technologique aujourd'hui, hein, on sait faire plein de choses, le défi, il est humain. Il faut alors rendre le citoyen acteur de sa sécurité civile, hein, c'est 2004, ça va faire 20 ans dans peu de temps. Je pense que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir de la logique, on fait des expérimentations pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des exercices, les comportements, quand on reçoit tel message, on le fait. On a parlé tout à l'heure des biais psychologiques, notamment à l'échelle locale quand on a un risque juste à côté. Mais je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde.
on est tous ici. Moi, je n'ai pas regardé les consignes de sécurité spécialement. Je ne sais pas par où il faut sortir en cas d'évacuation. S'il y a un feu, je fais quoi? Je fais confiance aux locaux, entre guillemets. Et cet exemple, pour vous dire que si on se projette à l'échelle des grands événements, Coupe du monde de rugby, les JO en 2024, c'est là-dessus qu'en fait on a attendu. C'est qu'il y a du multiculturalisme, il y a les personnes en situation de handicap qu'il faut aussi alerter. Donc tous les efforts qu'on peut faire en fait ensemble, c'est très bien. Donc le défi, il est vraiment humain, il n'est pas technologique, même si ça a des impacts évidemment, mais là je ne vais pas en parler plus. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de creuser tous les sujets, mais la question de l'accessibilité aussi de ces messages à des publics empêchés est extrêmement importante. Et je dis bien public empêché et pas uniquement porteur de handicap, parce que les empêchements peuvent être de formes et de sources très différentes. Peut-être une autre question. Alors oui, au premier rang. Et puis si on a le temps, monsieur ensuite, mais c'est parce qu'on a très peu de questions posées par des femmes. Alors dès que je vois une main féminine, je la saisis. Merci pour cet honneur. Je vous remercie pour cette table ronde extrêmement intéressante. Et donc ne prenez pas ma question comme une critique, parce que je la trouve pleine de richesse et pleine d'outils, surtout pour nous aider à avancer sur cette question. Juste pour préciser, Marie Attino, vice-présidente de la métropole, en charge des transitions, innovations écologiques. Et d'ailleurs, j'excuse ma collègue Charlotte Goujon, qui est en responsabilité sur les risques industriels et naturels, qui s'est absentée il y a 2 minutes. Ma question porte sur parce que le thème de ces 2 jours de forum, c'est vraiment la résilience. Et donc, c'est notre capacité, certes, à faire face à des chocs et à rebondir le plus vite possible pour retrouver un fonctionnement à peu près normal, mais c'est aussi la question de l'anticipation de nouveaux chocs possibles qui apparaissent à la lumière des faits de société. Et là, on a été ce matin, au cours de cette table ronde, très, très orienté sur notamment les risques technologiques. C'est normal au regard de la nature de l'incident qui a touché notre territoire il y a 2 ans, mais il y a des sujets qui vont arriver dans les décennies à venir. Je pense, en parlant de ça, des effets du changement climatique, qui sont des risques tout à fait nouveaux et auxquels nos habitants sont encore moins préparés. Et notamment en vallée de Seine, on sait qu'on est à la fois soumis au débit de la Seine, mais aussi à l'influence des marées. Et quand les 2 effets conjugués se rencontrent, on peut avoir des inondations et des crues d'une très très forte intensité auxquelles les habitants du territoire sont pas du tout préparés. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que dans ce travail d'alerte des populations et de gestion de crise, certes, on doit prévoir des équipements d'information et d'alerte qu'on doit réunir, c'était les propos que vous teniez tout au début, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi, aujourd'hui, à cette phase, en 2021, doter certains habitants des territoires d'équipements pour faire face à des risques? Dans quelques années, il y a des parties de la Seine qui vont être sous l'eau, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, mais dans 30-40 ans, on commencera à en toucher le bout du doigt. Est-ce qu'on ne doit pas aussi mettre à disposition de ces populations très ciblées des équipements qu'elles utiliseront une seule fois dans leur vie, ou même pas du tout, mais pour quand même les aider et faciliter aussi en amont le travail des services d'intervention de secours qui n'arrivent pas toujours aussi vite qu'on le voudrait? Merci beaucoup pour cette question. Yves Ogdet, vous allez répondre. Et j'en profite pour faire du teasing pour notre premier rendez-vous de l'après-midi. On parlera des impacts du changement climatique sur la Seine et on évoquera absolument la question du multirisque quand un événement climatique génère un risque industriel, et ça enchaîne. Yves Ogdet. Oui, c'est une question éminemment importante. La Direction générale de la sécurité civile a lancé avec Météo France, sur la base d'un rapport qui s'appuie une partie sur le GIEC, mais également sur un rapport produit par Météo France, sur les évolutions climatiques et leurs effets jusqu'à 2050. Et nous engageons depuis janvier 2021 un travail qui va nous conduire vers un livrable avant la fin de l'année de 2021, des impacts sur l'organisation nécessaire des acteurs de la sécurité civile sur l'ensemble des aléas qui composent le spectre des accidents industriels aux risques naturels. Ça va du changement climatique qui sur l'impact sur les feux de forêt, sur le risque d'inondation, sur la fonte des glaces avec le risque périglaciaire. Enfin, on a tous les risques qu'on en a couverts, et on a ainsi 11 ateliers qui vont être déclinés à la fin de l'année d'un livrable qui ensuite vont faire l'objet de travaux sur une perspective d'1 an de travail derrière, sur l'organisation nécessaire, le changement d'équipement. Et je citerai juste un exemple. Les feux de forêt qui se consacraient jusqu'à une période très récente à l'arc méditerranéen s'est étendu depuis quelques années au sud-ouest. Et aujourd'hui, on est obligé de mettre des pélicandromes. Ce sont des avions bombardiers d'eau avec du retardant. On en a mis à Angers, on en a mis dans le nord, on en a mis dans l'est de la France, parce qu'on voit bien que le réchauffement climatique fait dessécher la végétation en période estivale particulièrement.
Tout comme aujourd'hui, les feux de forêt attaquent la Corse dès le mois de février, et c'est fini la saison de feux de forêt qui va du 1er juillet au 31 août. Donc toutes ces évolutions-là qui sont liées au réchauffement climatique, je vous cite le feu de forêt, mais je pourrais vous parler des inondations, comme je pourrais vous parler des autres, nécessitent des adaptations en termes de doctrine des acteurs de sécurité civile dès lors qu'ils attaquent un événement, d'équipement ou de risques pandémiques, les maladies, enfin tout un certain nombre d'actions que l'on essaie d'anticiper. Nous étions sur une logique planification, exercice, retour d'expérience pour améliorer les plans et améliorer la réponse comportementale des acteurs de sécurité civile et comportement des populations. Nous sommes sur une démarche qui se veut maintenant également anticipatrice des effets éventuels pour mieux adapter la réponse de sécurité civile. Eh bien, merci à toutes et tous. On l'a entendu, des avancées, mais des chantiers restent ouverts sur la coordination des acteurs, sans doute la formation, l'acculturation et puis justement les impacts du changement climatique qui posent de nouveaux défis. Donc merci à vous Isabelle Richard, Johnny Douvenet, Éric Collard, Alban Bruno, lieutenant-colonel Romain Moutard, Yves Ogdet et Xavier Longuet pour ces échanges. Et puis nous, on se retrouve ici à 14h30, je crois, pour la prochaine séquence. Nous nous intéresserons aux impacts du changement climatique sur la Seine. Merci à vous.